Samuel Tassinage, donc, qui est auteur dramatique, metteur en scène, scénariste, réalisateur, comédien, compositeur. Pendant ces 2 jours, on n'aura eu que des gens dont la profession se décline en une dizaine d'activités, quoi. Alors, à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, à savoir la rue Blanche, en 90, il a fait la rencontre d'un certain Alain Knapp, je prononce correctement ? Très bien, Knapp. Super. Qui l'initie à la puissance des grandes mythologies du théâtre. Et donc, finalement, il a voulu les mettre en pratique. Et donc, il a fondé la compagnie, le théâtre Akhenaton. Voilà. Et avec cette compagnie, vous avez monté une dizaine de spectacles jusqu'en 97. Et ensuite, vous êtes tourné vers le cinéma. Et vous avez tourné plusieurs courts-métrages, dont plusieurs ont eu des prix dans des festivals. Vous avez aussi tourné des longs-métrages et écrit une quinzaine de scénarios pour d'autres réalisateurs. Et vous avez aussi réalisé des séries, des pubs, des clips, etc. Et en 2020, vous êtes revenu au théâtre pour créer une nouvelle compagnie intitulée le Théâtre des Fées. On est vraiment en plein dans le thème, là. Et vous avez aussi fondé le Festival de théâtre de création du Loir-et-Cher à Vezin-sur-Loire. C'est pas très loin d'ici, je crois. Voilà. Et j'ai cru voir passer hier des petits prospectus annonçant la programmation des jours et des semaines à venir. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Certaines de vos pièces seront jouées à l'occasion de ce festival. Et enfin, pour le festival de Chaumont, puisque le thème de cette année, est les contes, en fait, Chantal Collot-Dumont vous a invité à venir lire des contes durant tout l'été. Et en fait, on va avoir un petit avant-goût maintenant, parce que je crois que vous allez nous narrer quelques contes. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. La genèse de tout ça, c'est que les contes, je m'aperçois, suite à cette proposition de Chantal qui est venue courant janvier, que c'est une chose autour de laquelle je tournais et que je n'osais pas peut-être m'avouer, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des contes, mais depuis que j'essaye de réunir un corpus absolument tentaculaire, parce que quand on met le doigt là-dedans, ça fait boule de neige, je me suis rendu compte que j'ai tout à fait l'intention de devenir un spécialiste du conte, tellement je trouve ça passionnant. Et passionnant aussi parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, j'ai eu un professeur absolument extraordinaire qui s'appelle donc Alain Knapp et qui était un professeur de comédie, puisque moi j'ai fait la rue Blanche en section comédie. Il y avait d'autres sections dans cette école, mais voilà. Et c'était pas un vrai formateur d'acteurs. Il n'avait pas spécialement de trucs pour avoir une scansion particulière ou une gestuelle ou se sentir mieux en scène ou savoir où mettre ses mains quand on est un petit peu gauche et qu'on n'a pas le sens du physique en scène, etc. Lui, ce qui l'intéressait, en fait, c'était de rendre les acteurs finalement des dramaturges. Leur faire emprunter le chemin des auteurs. Et par ce biais-là, la seule chose qui nous a fait faire quasiment pendant toute l'année, c'est de l'improvisation. Et parce qu'il avait, il avait fait un énorme cursus d'improvisation lui-même pendant 7 ans, où il a défriché tout ça avec une troupe. Ils ont été payés pour faire une sorte de recherche comme ça sur l'improvisation. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en creusant dans tout le répertoire théâtral et dans tout le répertoire aussi du conte et de la fiction, ils ont essayé de comprendre ce que c'était que le processus des auteurs, mais aussi ce que c'était qu'une dramaturgie, ce que c'était que les rapports humains, ce que c'était que la condition humaine, pourquoi on se regardait dans le miroir qu'est la fiction, qui est un miroir profondément déformant, et ils ont essayé d'établir un certain nombre de règles sur comment improviser, comment raconter une histoire importante, et qu'est-ce qui fait qu'une histoire n'est pas importante. Qu'est-ce qui fait que finalement, en fait, la fiction, elle nous intéresse à partir du moment où elle n'est pas anecdotique, où elle est extraordinaire, tout en s'inspirant de l'ordinaire.
Donc, moi j'en ai retiré un enseignement absolument fabuleux. J'ai compris que je voulais pas du tout être comédien, mais en fait metteur en scène et auteur, parce que ça m'avait vraiment retourné le cerveau. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout un tas d'années. Et maintenant, j'enseigne aussi beaucoup sa méthode d'improvisation. Il y a un certain nombre de règles qui font que pour improviser et créer une situation, il faut plus ou moins les respecter, ou en tout cas avoir analysé dans le répertoire global depuis l'Antiquité à aujourd'hui du théâtre, dans ce qui est resté, pourquoi c'est resté, pourquoi ça continue de nous parler, pourquoi la fiction manipule des choses dans la condition humaine qui font que ça nous parle, ça nous rapporte du vécu propre ou par procuration. Et qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans ? Et dans ce processus, moi, j'ai commencé à élaborer une théorie que je vais rapidement vous livrer. À force d'avoir touillé tous ces textes, etc., à force d'avoir aussi écrit des films, des pièces de théâtre, et des séries et tout ça, je me suis rendu compte que finalement, la quintessence des rapports humains, elle peut rentrer dans un espèce de diagramme, enfin qui a une abscisse et une ordonnée. Et donc je classe les rapports humains, moi, et donc la difficulté qu'ont les gens d'avoir des rapports entre eux, sur donc une ordonnée qui serait les conflits intergénérationnels. Sur l'ordonnée, je mets les enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Tous ces gens-là, dans pas mal de situations, dans beaucoup de dramaturgie, ont des difficultés de rapport entre eux. Et dans chaque fiction, ce qui change, c'est le point de vue. Qui est le héros ? Est-ce que c'est les grands-parents qui ont un problème avec leurs enfants ? Est-ce que c'est les parents qui ont un problème avec leurs tout-petits aussi ? Est-ce que c'est les ados qui ont... Enfin voilà. Et puis, en abscisse, je mets tout ce qui est les problèmes avec nos contemporains, ceux qui vivent en même temps que nous, c'est-à-dire nos compétiteurs, nos collègues de bureau, nos maris, nos femmes, nos compagnes, nos compagnons, nos cousins, nos frères et sœurs, etc. Là aussi, il y a quand même encore un peu la famille. Et vous verrez, et vous pourrez analyser, on peut en discuter si vous voulez après, il n'y a quasiment dans aucune fiction l'absence de ces rapports-là. Et ils sont toujours ceux-là. Ils peuvent être mêlés, complexifiés, entre des rapports intragénérationnels et des rapports intergénérationnels. Mais c'est toujours la question du point de vue qui compte. Et qui fait la diversité des histoires qui finissent en fait, finalement, par être toujours les mêmes. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ce que je voudrais vous dire dans mes découvertes des contes, c'est que, par exemple, ça c'est une des règles, je ne vais pas vous édicter toutes les règles qu'on essaye de mettre en place pour qu'une improvisation et donc finalement en fait le processus des auteurs soit compris et qu'une improvisation soit intéressante, mais en gros, il y en a quelques-unes, mais celle-là, c'est une des plus importantes, pour que les choses ne soient pas anecdotiques. Il y en a une autre aussi quand même qu'il faut que je vous livre, c'est que il n'y a pas de fiction intéressante s'il n'y a pas de passif entre les personnages. Et c'est pour ça que ce diagramme est plutôt adéquat. Les gens qui se rencontrent, ils n'ont pas de passif, donc ils n'ont pas de raison de se détester ou de s'aimer. Alors ça peut se construire, il y a plein de fictions qui commencent par une rencontre fortuite, mais ensuite très vite ils se fabriquent du passif. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc l'exposition, généralement on essaye de faire qu'elle soit rapide pour rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, moi, ce que j'ai découvert grâce à Chantal, en m'immergeant dans les contes que je regardais un peu de loin, comme ça, où je trouvais, pas forcément seulement pour les enfants, parce que moi, je fais du théâtre et j'écris du théâtre pour tous les enfants qui résident encore chez les adultes, mais voilà, je le regardais de loin, et en faisant cette espèce d'immersion dans tout ce corpus, j'ai découvert que le conte, quasiment systématiquement, obéit à aucune des règles que je viens d'édicter. Ou en tout cas, s'amuse très profondément à les transgresser en permanence. Et
en tout cas, toutes ces règles qui nous habitent, les scénaristes de séries, de films, et la façon dont on fait aussi, et on produit de la fiction, que ce soit sur les plateformes ou autres, aujourd'hui, depuis un bon siècle, dans cette modernité-là, quoi. Et pourtant, les contes sont finalement, de par leur réalité, et puis ensuite par leur inscription dans l'écrit, de toute façon, à l'origine, finalement, de toutes les dramaturgies. Et donc, voilà, ça c'était le petit exposé, et je vais vous proposer de faire finalement, parce que c'est très à la mode maintenant, de faire des spectacles interactifs ou des conférences interactives. Alors moi, je fais très peu de conférences, mais voilà, c'est un peu ma première. Donc, c'est de participer avec moi à une sorte d'envie de classer les contes. Parce qu'en fait, dans le corpus que j'ai trouvé, il y a de tout. Il y a des contes très courts, il y a des contes plutôt très longs, il y a des contes qui ressemblent à des nouvelles, il y a des contes qui ressemblent à des blagues, à des histoires drôles. Et je vous propose qu'on essaye de les classer. Et puis aussi qu'on essaye de le sous-classer. Est-ce que c'est un conte pédagogique? Est-ce que c'est un conte philosophique? Est-ce que c'est un conte très moralisateur? Est-ce que c'est un conte rural? Est-ce que c'est un conte anticlérical? Ou enfin voilà. Alors on va commencer maintenant. Donc j'en ai plein, j'en ai sélectionné. Ça va être une petite séance un peu d'improvisation. Au rythme de l'escargot. Un escargot a mis 7 ans à traverser un pont. À peine est-il arrivé de l'autre côté que le pont s'est écroulé. Alors l'escargot s'est retourné et a dit « Après ça, on dira encore que je n'ai pas de réflexe. » Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un conte que j'ai trouvé dans un recueil de contes. Mais est-ce que c'est une histoire drôle? Est-ce que c'est une... Quel est l'enseignement? Est-ce qu'on voit toujours midi à sa porte? Allez, un autre. Un hérisson sortant de sous sa racine avait trouvé un sou d'argent neuf et blanc. Formidable! Je suis riche à présent. Il faut que je me trouve un bel endroit pour vivre. Il est parti, il a cherché et il est arrivé au paradis. Le paradis, c'est vraiment bien. On ne fait pas mieux. Le hérisson s'est donc installé. Il est resté un bout de temps et un peu plus encore. Enfin, il s'est dit « Ça va maintenant, je vais rentrer à la maison ». Aussitôt, on lui a demandé « Hey, pourquoi tu t'en vas? Tu es pas bien ici ?»« Si », a répondu le hérisson, « mais j'ai envie de rentrer chez moi. » Tout le monde insistait « Réfléchis, c'est le paradis ici, tu ne trouveras jamais mieux. » « Oui », a fait le hérisson, « mais chez moi, je peux tout faire. Si je veux, j'étends mes pattes, si je veux, je me mets en boule, tout ce que je veux, quoi. Mais ici, c'est exactement pareil, tu peux faire tout ce que tu veux. » Justement, a répondu le hérisson, « Si c'est pareil, je préfère le faire chez moi. » Et il s'est retourné vivre sous sa racine. On va rester dans les animaux parce qu'il y en a un, je voudrais faire écho aussi aux conférences qui ont eu lieu déjà, et il y en a un qui pourrait te plaire, Jean-Sébastien, en tout cas qui est en hommage à ces bêtes étranges. Je vais quand même mettre mes lunettes parce que je bute sur les mots. Mais ça me fait des yeux de mouche, enfin bon, bref. Bouti la hyène, cette terrible saccageuse, a le cul bas. La dent longue, la mâchoire plus forte que celle du lion, et elle a aussi tellement mauvaise odeur qu'elle est obligée de parler du nez. Or, au crépuscule d'un soir, Bouki était assise mélancolique devant sa tanière et se disait « J'en ai assez de devoir toujours chercher de la viande. Est-ce que Niei, l'éléphant, a ce problème? Non, il lui suffit de manger de l'herbe. Et l'hébert, l'hippopotame, lui aussi mange de l'herbe. Même Gélem, le chameau, mange de l'herbe. Et si tous ces animaux mangent de l'herbe, c'est que ça doit être bon. » Ce soir-là, Bouki a donc décidé qu'elle deviendrait herbivore. Seulement, elle ne voulait pas brouter n'importe quoi. Elle désirait connaître les herbes qui se mangent et celles qui ne se mangent pas. Aussi est-elle descendue vers le fleuve et elle aperçut Yuk, le taureau, B, la chèvre, et Kevel, la gazelle, qui étaient venus se désaltérer.
« Hé, les amis !» leur a-t-elle crié. « Vous savez ce que je cherche ? Je cherche de l'herbe, de la bonne herbe à manger. » Aussitôt, les 3 herbivores ont commencé à la taquiner. « Oh, Bouki, d'où tu sors ? Ne sais-tu pas que seuls les animaux qui ont des cornes ont le droit de manger de l'herbe ?»« Ah bon ?» a fait Bouki. « Seuls les animaux qui ont des cornes ? Mais c'est faux, c'est archi faux. Est-ce que l'hébert, l'hippopotame, a des cornes ? » « Bien sûr, lui a dit Kevel la gazelle, bien sûr que l'hébert a des cornes, mais elles sont toutes petites. Et toi, avec tes yeux de hyène, tu n'as pas pu les voir. »« Ah ça, l'hébert a des cornes ? Mais Niei l'éléphant, est-ce qu'il a des cornes ? » ?»« Oh, Bouki, a mugi Yuk le taureau. Niei l'éléphant, lui, a tant de force qu'il peut, s'il le veut, enlever ses défenses et se les planter sur la tête pour s'en faire des cornes. Voilà pourquoi Niei a le droit de manger de l'herbe. »« Ah, même Niei l'éléphant peut se faire des cornes ? Et Jélem le chameau, Jélem qui a la tête la plus affreuse encore que Mme Bouki, ma grand-mère, est-ce qu'il a des cornes ? » ?»« Chut !» a chevroté B, la chèvre. « Bien sûr que Jélem a des cornes, mais elles sont tellement belles et précieuses qu'il les cache dans ses bosses. » Sur ces mots, les 3 herbivores se sont éloignés en se gondolant et en se donnant des coups dans la panse. Et Bouki est resté là, devant le fleuve, remâchant de sombres pensées dans l'obscurité grandissante, s'affligeant de l'injustice du monde. Soudain, elle a eu une idée de hyène. Vitement, elle a remonté le fleuve et a trottiné jusqu'à un site de féticheurs où se trouvaient 2 immenses cornes d'antilope plantées au sommet d'une termitière. Bouki les a arrachées et a couru chez Tug, le forgeron, qui s'apprêtait à fermer boutique. « Hé, Tug !» a-t-elle supplié. « Je voudrais que tu me plantes ces cornes sur le front. »« Des cornes sur ton front ?» lui a répondu Tug. « Mais tu es tombé sur la tête, Bouki. »« Tais-toi donc, c'est un secret. Il se pourrait bien que je sois une hyène d'une nouvelle espèce. » Et Bouki a expliqué, insisté, et tant insisté que Tug a passé une bonne partie de la nuit à forger 12 clous pour lui planter les cornes sur sa tête. Enfin, au premier chant du coq, Bouki est sorti de la forge avec ses superbes cornes d'antilope et une légère migraine. Elle s'est dirigée tout droit vers la colline où le matin se rassemblaient les véritables mangeurs d'herbe. À peine l'ont-ils aperçu qu'ils ont éclaté de rire. « Horreur ! Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? C'est quoi cette chose ? » « Taisez-vous, imbécile !» a répondu Bouki. « Je suis une hyène d'une nouvelle espèce. Qu'est-ce que vous attendez pour manger ?»« Nous attendons, lui a-t-il expliqué Yuk le taureau, que le soleil monte un peu dans le ciel afin qu'il boive la rosée de l'herbe et qu'elle ne pèse pas sur nos estomacs. » Impressionné par tant de science herbivore, Bouki a déclaré « Très bien, alors j'attends aussi. » Hélas, plus le soleil montait dans le ciel, plus il chauffait les clous sur la tête de Bouki. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, elle s'est approchée de Kevel la gazelle et lui a marmonné « Kevel, tu n'as pas mal à la tête ?»« Non, a répondu Kevel, je n'ai pas mal à la tête. Tu as mal à la tête, toi ?»« Non, non, a fait Bouki, c'est juste pour parler. » Mais le soleil continue à monter dans le ciel et à chauffer les clous sur la tête de Bouki, qui, cette fois, s'est approché de B, la chèvre. « B, tu n'as pas de vertige ?»« Des vertiges ? Ah non, je n'ai pas de vertige. Tu as des vertiges, toi ? Non, non, c'était juste pour parler. » Et le soleil tapait toujours plus fort sur la tête de Bouki, qui a titubé jusqu'à Yuk le taureau. « Yuk, tu n'as pas l'impression d'avoir le monde entier sur la tête ? » Non, tu as cette impression, toi ? Mais Bouki n'a même pas pu répondre, et quand Yuk le taureau a donné le signal pour manger, elle a juste fait 2 pas dans l'herbe verte et s'est écroulée, le crâne bouillonnant, la cervelle cuite et recuite. Voilà pourquoi, depuis ce temps, un peu partout en Afrique, on dit cette parole lourde de sens qui est devenue aujourd'hui proverbiale. Malgré tous ses efforts, jamais la hyène ne deviendra herbivore. Voilà pour le petit clin d'œil. L'ivrogne. Un passant bien intentionné, rentrant chez lui, passé minuit, bute sur un homme plein comme une huître, affalé au pied d'une grille. « Qu'est-ce que tu as bu pour être dans cet état ?»« Tout ce qu'il y avait dans la bouteille. »« Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouteille ?»« Tout ce que j'ai bu. » « Mais justement, bougre d'âne, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que tu as bu ?»« Tout ce qu'il y avait dans la bouteille. » « Écoute, lève-toi,
je t'emmène au commissariat. Non, laissez-moi tranquille. Allons, lève-toi et viens avec moi. Mais enfin, écoutez, si je pouvais me lever, je serais déjà rentré chez moi. Voilà, c'est tout. Une autre chose un peu plus poétique que je trouve très jolie, encore un petit conte assez court. Là aussi, est-ce que c'est une histoire drôle? Est-ce que c'est un conte? Il y a toute une sorte de... Mais voilà, je l'ai trouvé aussi dans un recueil de contes, toujours les mêmes, dont je vous parlerai tout à l'heure. Le Coran. Un homme vertueux à qui l'on demandait souvent d'où lui venait cette odeur sainte qui se dégageait de lui, répondait invariablement « C'est que je sais ce qu'il y a dans le Coran ». Ainsi passaient les jours, et l'invariable question, l'invariable réponse, quand un curieux eut l'idée de vouloir savoir ce qu'il y avait dans le Coran. Et l'homme de répondre « Dans le Coran, il y a 2 fleurs pressées et une lettre de mon ami Abdullah. » On va faire un petit tour par les jardins, parce que quand même, c'est aussi ça le thème. Les contes au jardin, les jardins dans le conte. Et donc ça, c'est un conte qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Le philosophe et le jardinier ». Et c'est un conte asiatique. Tsekong, brillant disciple de Confucius, aimait déambuler dans les villes et les campagnes avec le cortège de ses élèves. Il cherchait des situations édifiantes, provoquait des rencontres susceptibles de mettre en application les principes de la sublime philosophie de son maître. À la sortie d'un village, le philosophe aperçut un jour un homme aux cheveux de neige qui travaillait dans son potager. Il remarqua que le vieux jardinier tirait de l'eau de son puits avec une jarre pour arroser ses plates-bandes. Le récipient était rapidement vidé et le malheureux devait faire d'incessants allers-retours. Le professeur, toujours aux aguets, tenait là une excellente occasion d'accomplir une bonne action qui fut aussi une leçon pour ses étudiants. Il cita les paroles de Jade de l'incomparable Confucius. « Agissez envers autrui comme vous aimeriez qu'on agisse envers vous. » Après quoi, il dodelina des épaules, fit entendre le froissement de ses longues manches et héla le vieux paysan en levant un index solennel. « Oncle vénérable, veuillez pardonner un humble voyageur d'interrompre votre labeur. Me permettez-vous de vous donner un conseil pour soulager votre peine ?» Le jardinier, fronçant la broussaille d'un sourcil grognon vers l'aéropage de citadin, posa sa jarre et demanda « Un conseil ? Monsieur le lettré s'y connaît donc en jardinage ? » Mes modestes connaissances s'appliquent à tout. J'ai beaucoup étudié, voyagé et suis au courant de bien des choses, et notamment celle-ci, vieil homme. C'est par le bien faire que se crée le bien-être. Comment ? Répond le paysan. Ne rien faire crée le bien-être ? Le lettré, forçant sa voix fluette, répéta sa maxime. Ses mains fines aux ongles aussi longs que ses doigts en porte-voix. « Ah, vous feriez bien de venir ici pour me parler alors, car avec l'âge, mon ouïe n'est plus aussi fine. » Le philosophe s'aventura dans les allées du potager, engagea la conversation avec le vieillard narquois sous les yeux de ses admirateurs attroupés devant la clôture, désappointés de ne rien entendre de leur dialogue apparemment très animé. Un nuage blanc traversa nonchalamment la vallée. Le philosophe sortit enfin du jardin et la mine déconfite reprit la route pour quitter le village. Le troupeau de ses disciples se pressait autour de lui, impatient d'avoir un compte-rendu de l'entrevue. Après une marche de 10 lieues, le visage cramoisi, Tsekong ne desserrait pas les dents, il finit par se laisser choir sur un rocher. Depuis qu'il avait quitté le vieillard, il était visiblement en proie aux plus sombres ruminations. Ses élèves s'assirent aussitôt dans l'herbe, faisant cercle autour de lui, avides de boire le nectar de ses paroles. « Mes pauvres amis, il m'a fallu tout ce chemin pour encaisser le coup de tonnerre que j'ai reçu sur la tête. Je croyais jusqu'à ce jour que mon vénéré maître était le plus grand des sages. Mais j'en ai rencontré un autre sous les traits de ce modeste jardinier.
Pensez donc, c'est à peine croyable, un homme qui n'a jamais étudié les classiques, qui ne connaît des proverbes que ceux qu'il a hérités de son père, qui ne sait sans doute pas déchiffrer le moindre idéogramme, eh bien, il cache toute une science sous son aspect rustique. Le lettré secoua longuement et douloureusement la tête sous les yeux ébahis de son auditoire avant de poursuivre. Quand je lui ai expliqué qu'il pourrait creuser une rigole dans son terrain, en pente, pour irriguer les sillons de son potager et puiser de l'eau à l'aide d'un balancier, il a éclaté de rire et m'a répondu, justement avec un proverbe, « Le grand défaut des hommes est de délaisser leur jardin pour retirer les mauvaises herbes dans celui du voisin. » Comme je le pressais de m'en dire plus, il s'indigna. « Pour qui vous prenez-vous ? Croyez-vous m'apprendre quelque chose ? Vous connaissez-vous assez vous-même pour voir la réalité ou comprendre les autres ? Tenez, a-t-il ajouté, je vais vous poser une question. J'ai une voisine qui rapportait chaque jour de l'eau du fond de son jardin pour ses besoins domestiques. Elle avait 2 seaux. L'un était neuf, l'autre usagé et fendu. Quand elle arrivait chez elle, le vieux seau était à moitié vide. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Je répondis au jardinier que j'en aurais acheté un autre. Il se gaussa encore de moi. On voit bien que vous n'êtes pas dans le besoin. Elle n'en avait pas les moyens. Elle sut pourtant se servir du défaut de son vieux seau. Elle sema sur son chemin une rangée de légumes que la fuite d'eau arrosait à son passage. Voyez-vous, monsieur le lettré, il n'est pas facile de marcher dans les traces d'un autre. Et pour qui sait agir en accord avec le Tao, rien ne se perd, sauf peut-être les paroles versées dans les oreilles d'un âne. Le philosophe s'épongea le front d'un revers de manche, passa négligemment la main dans sa soyeuse barbiche et, pressé de continuer par ses disciples, il reprit. Je l'ai ensuite supplié de me dire pourquoi il ne voulait pas irriguer son potager à l'aide d'un balancier. Il me rit encore au nez en cueillant ce proverbe. Nourrir l'ambition dans son cœur, c'est porter un tigre dans ses bras. Comme j'insistais pour saisir, le priant de m'éclairer, le patriarche me dévoila la profondeur insondable de son esprit. Il me démontra qu'utiliser une machine, c'était mettre le doigt dans un engrenage vicieux, provoquant inéluctablement un enchaînement mécanique de catastrophes. La rentabilité, le profit, le chômage, l'asservissement de l'homme et le pillage de la nature. Il me dit ensuite qu'il préférait arroser un à un ses choux et leur parler. Il m'affirma que cela les faisait mieux pousser, tout en leur donnant meilleur goût, sans gaspiller trop d'eau. Alors que j'allais prendre congé et le remercier pour cette édifiante leçon, il me demanda qui j'étais. Quand j'eus dit que Confucius était mon maître, le jardinier s'esclaffa. « Ce vieux fou qui cherche la gloire en prodiguant des conseils aux puissants pour gouverner le monde ? Il aurait mieux fait de vous enseigner à vous gouverner vous-même et d'apprendre à ses élèves de ne pas importuner les braves gens. » Il hocha la tête, ramassa sa jarre et me décocha un dernier trait. « Décidément, votre science confirme ce qu'on dit par ici. Un savant qui sait tout ne vaut pas quelqu'un qui sait faire quelque chose de ses mains. » Le philosophe regarda ses ongles de lettré, dont il avait été si fier, leva les yeux au ciel et, dans un soupir, un poème fleurit sur ses lèvres. Seuls les eaux tranquilles du lac peuvent capturer la lune. Le nuage de l'ignorance passe sans abreuver la terre. Le roi dragon garde la perle de la connaissance véritable. Merci. Un conte un peu plus court qui émane du Moyen-Âge et que je trouve très joli. Dans cette espèce de rapport qu'il y a aussi beaucoup de confrontations sociales dans les contes. Alors, tous ceux qu'on connaît beaucoup, c'est toujours des rois, des mendiants, enfin voilà. Et bien là, c'en est un comme ça, mais je le trouve très intéressant. Un grand seigneur était parti à la chasse en la compagnie choisie d'une foule de ses favoris, quand, soudain, au détour d'un chemin, surgit à leur rencontre un mendiant borgne. Le seigneur l'aperçoit et se fâche. « Ah, maudit, pourquoi es-tu venu croiser ma route ? Quelle calamité que vous autres, bigles, borgnes, bossus, vous portez tous malheur !» Ulcéré à l'idée que sa chasse puisse être gâchée par cette rencontre inopportune, le seigneur ordonne à quelques gardes de se saisir du malvenu et de le jeter promptement au cachot, afin de soustraire sa face sinistre au grand jour et déjouer ainsi le mauvais sort. De fait, la chasse se déroule magnifiquement, occasionnant joyeuse cavalcade et somptueux trophées. Rentré le soir au palais, le seigneur épanoui demande qu'on lui amène le borgne. Jetant à ses pieds une pièce d'or, il s'extasie. «
Infortuné, je te l'avais bien dit, qu'on écarte du chemin ton allure de mauvais augure, et le jour devient propice. Réjouis-toi à présent et prends donc cette pièce en consolation, car la chasse a été excellente. Ce matin, a répondu le mendiant, vous avez croisé le regard d'un borgne miséreux, et votre chasse s'en est trouvée améliorée. Moi, infirme malvoyant, j'ai croisé la route d'un seigneur brillant, et j'y ai gagné une journée de cachot. Dites-moi un peu à présent, qui de nous deux a porté malheur à l'autre ? Puis, laissant là l'indécente aumône et le seigneur effaré, le malheureux a tourné les talons pour s'en aller. Il faut l'espérer vers de meilleures destinées. Un conte un petit peu plus, pas forcément comique, un petit peu plus émouvant, je trouve. C'est une de ces histoires de guerre de petits pays, pleines de massacres, de résistance, de courage et de bravoure, de trahison et de peur. Comme toutes les histoires de guerre, grandes ou petites, depuis toujours, chaque fois que d'autres veulent ce que vous avez et qu'il n'y a pas de place pour eux et vous. Un complot se trame au fond d'une auberge enfumée qui sent le vin aigre, la sueur et la pipe. Les poutres sont basses, les conspirateurs enfouissent leur trogne sous leur sombre capuche. Quand ils ont fini de manigancer, de jurer et de trinquer, au moment de se séparer tard dans la nuit, ils voient là un gamin effaré qui cherche à se sauver. D'où qu'il vienne et où qu'il aille, il n'est pas des leurs et il a tout entendu. Alors, on l'attrape, on le secoue. Les uns décident rudement qu'il faut le supprimer. D'autres le trouvent bien jeune pour mourir. Finalement, dans cette menue chose pâle qui tremble, ils se mettent d'accord pour lui faire jurer de ne rien dire à âme qui vive de ce qu'il a pu entendre. Il jure et s'en va vite, se calme difficilement, puis réalise qu'il sait où et quand les siens vont prendre la dérouillée de leur vie. Et comment leur faire savoir sans trahir son serment ? Et comment ne pas trahir les siens ? Il arrive ainsi au village, passe devant l'auberge où son père, ses oncles, ses grands cousins sont encore là à boire et à gueuler, rigoler, discuter. Apparemment, des deux côtés, on boit beaucoup dans cette... Il y entre sans trop savoir encore ce qu'il va faire. Il a froid et va se planter devant le gros poêle de faïence, 3 fois grand comme lui. Ils sont tous à brailler, personne ne l'a vu. Il ne peut se décider à revenir à la maison, à les laisser là, tranquilles dans leur fumée. Alors, debout, jambes écartées, les mains dans le dos, décidé comme un homme, il se plante devant le poêle. Même si l'âme du feu qu'il ne voit pas le réchauffe, il se dit que le poêle, lui, n'a pas d'âme, et il se met à lui raconter toute l'histoire. Mais personne ne l'écoute, personne ne l'entend. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, il recommence, se fatigue, se désespère et s'épuise. Le poêle ne le réchauffe plus, et un grand désespoir l'envahit. Il n'a plus de voix, plus de souffle, quand enfin, un de ces braillards intrigués par l'enfant immobile, en larmes, à une heure si tardive, semble comprendre qu'il se passe quelque chose et demande qu'on se taise. Et dans un grand silence, l'enfant raconte une dernière fois, au poêle, soudain rempli d'oreilles, et le complot et le serment. C'est ainsi que ceux de son village ont pu donner une bonne dégelée à ceux d'à côté sans se laisser griller dans leur maison pleine de paille et de fourrage, de bonnes vaches et de fromage qui s'égouttent et sèchent là-haut dans les montagnes où le ciel est si bleu quand personne d'autre que le soleil couchant ne se mêle de l'embraser. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu d'amour ? Parce qu'il y en a de l'amour dans les contes. Et déjà, la définition, enfin, une explication de la folie de l'amour. Au commencement du monde, Amour badinait en compagnie de son ami Folie. Il s'amusait à se lancer des piques. Mais Folie a soudain porté un tel coup au visage d'Amour qu'il en a complètement perdu la vue. C'est pourquoi, aujourd'hui, Amour est aveugle, et pour qu'à l'avenir il puisse se diriger, Folie a été condamnée à lui servir de guide jusqu'à la fin de l'éternité.
Un riche commerçant avait une fille appétissante qu'il s'occupa très vite, par prudence, de lui trouver un mari dès qu'elle fut en âge d'être mariée. En effet, il lui en trouva un. Vite fait, pas bien riche, pas bien beau, pas terrible en somme, mais elle était casée, puisqu'elle était mariée. Pourtant, il lui donna un conseil. « Ma fille, fais bien attention de ne pas te faire enceindre, car il ne faut pas espérer un soutien de cet homme-là. Et tu aurais vite fait de te retrouver avec un lardon sur les bras. Je suivrai ton conseil, mon cher père. » Et tous les jours, son père s'inquiétait, car le couple était jeune. « As-tu bien fait attention ? » ? « Oui, oui, mon père. » Jusqu'au jour où elle le cacha bien dans ses premiers mois. Mais au 5e, la chose devenait fort apparente. Et le père gronda. « Je t'avais pourtant dit, mais que valent les conseils d'un père ? Et comment pouvais-je faire ? Comment ne pas prendre feu ? Je ne t'ai pas dit de l'éviter, mais de t'éloigner à temps pour te protéger des flammes de la semence. » Alors, oui, répondit-elle, mais alors, comment savoir à quel moment ? Et le père répond, ce n'est pourtant pas difficile, au moment où les yeux de ton mari chavirent. Et elle répond, mais c'est que justement, quand les yeux de mon mari chavirent, les miens se noient et deviennent aveugles. Ainsi, nous avons parfois une chance de naître. Encore un autre, plutôt assez caustique. Un jour, dans un village reculé d'entre les montagnes d'Orient, un homme a trouvé un petit miroir qu'un colporteur devait sans doute avoir perdu. Car dans ce village, le miroir était une chose absolument inconnue. L'homme ramasse donc cette chose, la regarde attentivement, grimace et se dit « c'est vilain, mais ça brille ». Enfin, il emporte le miroir chez lui et le range dans ses affaires. Mais sa femme, qui était indiscrète, y fouillait régulièrement. Elle trouve donc le miroir et s'affole. Qui est cette femme aux yeux humides et brillants ? En pleurs, elle court chez sa mère. « Regarde, maman, regarde, mon mari me trompe. Vois l'image de cette femme qu'il cache dans ses affaires. » La mère prend aussitôt le miroir, le scrute et répond « Ne t'inquiète pas, ma fille, il s'en lassera vite, c'est une vieille. » Il y a aussi des gens qui séduisent pour leur candeur et leur naïveté. C'est un jeune homme qui s'était jamais senti à son aise en compagnie des femmes. Mais cette fois, il avait un rendez-vous sérieux, où il était même question de mariage. Alors, preuve de sa maladresse, il est allé trouver son père pour lui demander des conseils. Et son père, non moins mal avisé, lui a répondu « Écoute mon fils, c'est très simple. À cette jeune fille, tu lui parleras de 3 choses. D'abord, tu vas lui parler d'amour. Mais fais-le de manière détournée, afin qu'elle comprenne bien que tu peux avoir de l'esprit. Ensuite, tu l'interrogeras sur sa famille, afin qu'elle comprenne aussi que tes intentions sont sérieuses. Et enfin, tu lui parleras philosophie, afin qu'elle comprenne encore que tu n'es pas n'importe qui. » Le garçon court alors à son rendez-vous en prenant soin de ressasser les conseils paternels. Et en se retrouvant devant la jeune fille, il tente de parler d'amour de manière détournée. « Mademoiselle, dit-il, est-ce que vous aimez les nouilles ?»« Non, lui répond la jeune fille, non, je n'aime pas vraiment les nouilles. »« Mince, se dit le jeune homme, essayons avec la famille. »« Mademoiselle, avez-vous un frère ?»« Non, je n'ai pas de frère, non. » Oh là là, tout va de travers. Le jeune homme tente sa dernière chance, la philosophie. « Mademoiselle, dit-il, si vous aviez eu un frère, pensez-vous qu'il aurait pu aimer les nouilles ?» On prétend que la jeune fille en a tellement ri qu'elle s'était prise de lui. Alors, encore un petit que j'aime beaucoup, qui est citolien. Voilà. Ah, si, encore une autre dans les histoires un peu courtes. Une mère expliquait à sa fille les 5 préceptes secrets adressés aux femmes pour réussir son mariage. « Entends-moi bien, mon enfant. Ces préceptes sont simples et se complètent aussi bien que les doigts de la main. Premièrement,
il te faudra trouver un homme qui est à la fois une situation stable et qui ne rechigne pas à aider aux soins de la maison. Deuxièmement, tu devras trouver un homme en qui tu puisses avoir vraiment confiance. Troisièmement, un homme qui possède esprit et humour. Quatrièmement, un homme avec lequel tu t'accorderas formidablement sur l'oreiller. Cinquièmement, donc c'est le cinquième et dernier conseil, fais toujours en sorte que ces 4 hommes ne se connaissent pas. Il y a souvent aussi des situations, même s'ils sont tous complètement finalement en fait philosophiques et que souvent les gens se rencontrent pour la première fois, puis enfin bon bref, toutes mes histoires de règles qui sont désobéies, la façon dont le temps passe et tout ça. Puis il y a aussi beaucoup de contes qui mettent en scène des philosophes et qui, comme on l'a vu déjà avec le jardinier, bousculent ceux qui savent ou ceux qui croient savoir. L'ascète citolien, que l'on disait fort sage, se promenait avec le jeune Artémus, un garçon un peu écervelé que certaines mauvaises langues traitaient de fou. L'ascète citolien avait recommandé à son jeune compagnon de se taire, afin qu'aucun mot ne vienne troubler la sérénité de l'instant. Il marchait donc en silence, mais le jeune Artémus rencontrait des difficultés grandissantes à tenir sa langue. Ils longèrent un champ où, dans l'herbe grasse, un homme et une femme s'adonnaient à des exercices physiques d'autant plus étranges qu'ils les effectuaient tous les deux nus, comme au jour de leur naissance, et qu'ils les ponctuaient de soupirs, d'exclamations et de râles, comme s'ils s'infligeaient de profondes blessures. « Que font-ils » demanda Artémus. « N'ajoutons pas de mots à l'offense » grommela Citolien. « Quelle offense ? Ces gens s'ébattent en public, un comportement formellement proscrit par la loi. Si des dévots les surprenaient, ils seraient immédiatement jetés au cachot. Mais ils ne font de mal à personne. On ne s'adonne pas au plaisir charnel sous le regard d'autrui, mais dans l'intimité de sa maison. Et vous parlez de plaisir, on devrait s'en réjouir, non ? Citolien soupira bruyamment. Seuls les insensés peuvent se réjouir de la luxure. Mais ça me plaît, moi, la luxure. Je passerai volontiers un petit moment avec eux. L'envie de les rejoindre, de sentir la caresse du vent et la chaleur sur ma peau nue. La luxure est un piège, Artémus. Elle génère sans cesse de nouvelles illusions et les malheurs qui vont de pair. Mais je ne les ai pas vus malheureux, moi, cet homme et cette femme. Les plaisirs sont éphémères et se payent de souffrances qui durent parfois toute une vie. En avez-vous fait l'expérience, Citolien ? Il m'a suffi d'observer les gens autour de moi. Quand j'observe quelqu'un en train de manger, ça ne remplit pas mon estomac. Il suffit, gardons le silence comme convenu. La promenade devint vite pénible pour le jeune Artémus, même s'il suivait à présent une rivière au bord ombragé. Des jeunes filles s'y baignaient en poussant des cris et des rires. Peu de vêtements les dissimulaient au regard. Et Artémus ne savait plus trop où donner les yeux, tant le ravissaient les courbes délicates des corps, les peaux criblées de gouttes d'eau et parées d'éclats scintillants, les chevelures lourdes et ruisselantes. « Détourne ton regard, malheureux » l'admonesta Citolien. « Pourquoi ? Ces jeunes filles ne font rien de mal. Elles, peut-être pas. Je parle de ton comportement. Tu as entendu parler de la concupiscence ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? La tentation ardente du plaisir. Je ne suis tenté par rien, elles ravissent simplement mon regard. Mais toi, Citolien, ressens-tu du désir pour elles ? La question offusqua visiblement l'ascète. Comment oses-tu me prêter une telle faiblesse, moi qui ai passé une grande partie de ma vie à maîtriser mes désirs ? Je ne te prête pas de faiblesse là où toi tu me prêtes des éléments que je n'ai pas. Tu comprends maintenant pourquoi je recommande le silence. Les mots entraînent immanquablement des malentendus et des brouilles. Si vous le préférez ainsi, gardons le silence. Le jeune Artémus se claquemura dans le silence et laissa dériver son esprit au fil de ses pas. L'ascète Citolien semblait, quant à lui, ruminer de sombres pensées. Ils arrivèrent dans un village où, sur la place de l'église, se dressait une roue que des badauds s'amusaient à faire tourner pour raviver les souffrances de l'homme à demi nu sur laquelle on l'avait attaché, les membres brisés. Les yeux d'Artémus s'emplirent de larmes à la vue de cet affreux spectacle. Il s'avança vers la roue et demeura un long moment près du condamné, dont le regard implorant le bouleversa. « Que fais-tu, jeune imbécile » vitupéra Citolien.
J'ai de la compassion pour cet homme, répondit Artémus. Pas vous ? S'il endure ce supplice, c'est qu'il l'a mérité. Partons, nous allons nous faire remarquer. Mais la religion que nous servons, vous et moi, prône pourtant la charité et la miséricorde. La religion que je sers depuis plus de 50 ans prône quant à elle l'obéissance et la rigueur morale. Nous n'avons pas à nous mêler des affaires de ce monde, mais à accomplir la volonté du Tout-Puissant. La volonté du Tout-Puissant me dit pour l'instant de saigner avec cet homme. Je comprends maintenant. Des larmes coulaient des yeux d'Artémus. « Qu'est-ce que tu comprends ?» grogna l'ascète. « Pourquoi vous avez l'épaule si voûtée et le visage tant creusé ? Comme vous ne vous libérez jamais, vos pensées, ni vos désirs, ni vos colères, ni vos regrets, ils pèsent sur vous à la façon d'un joug. À force de les ruminer, ils vous mangent les joues. Vous n'êtes finalement pas un compagnon très joyeux, ascète citoyen. Partez si vous le voulez, j'accompagne cet homme jusqu'à son trépas. » « Espèce de fou, il peut mettre encore 2 jours à mourir. » Eh bien, le fou en sera quitte pour un jeûne de 2 jours. Citoyen grommela encore d'incompréhensibles mots avant de se détourner et de s'éloigner. Plus personne n'osa tourner la roue en présence d'Artémus. Le supplicié mourut avant le crépuscule. Après lui avoir clos les paupières, le jeune homme prit le chemin du retour en chantant à tue-tête. Allez, un vieillard traversait une forêt quand sur son chemin, de derrière une souche, a surgi une grenouille qui lui a adressé ces paroles. « Hé, vieil homme, je suis une jeune et belle princesse ensorcelée. Embrasse-moi, je retrouverai ma forme première et je serai tienne à jamais. » Le vieillard n'en crut pas ses oreilles. Il s'approche, tend le cou, et la grenouille répète « Oui, vieil homme, tu m'as bien entendu, je suis une jeune et belle princesse de 17 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, embrasse-moi et je serai tienne à jamais. » Alors le vieillard a pris la grenouille, l'a mise dans sa poche et a poursuivi sa route, le visage rayonnant. Depuis la poche, la grenouille s'est écriée « Oh, vieillard, tu m'as peut-être mal comprise. Je t'ai dit, je suis une jeune et belle princesse de 17 ans, yeux bleus, cheveux blonds, joliment faite et bien bâtie. Embrasse-moi et je serai tienne à jamais. » Mais le vieillard, tapotant sa poche, lui a répondu « Tu sais, à mon âge, il est beaucoup plus amusant d'avoir une grenouille qui parle pour me tenir compagnie. » Ah, ça c'est très beau. On peut peut-être finir par ça. Saint Nicolas, bon pasteur, avait souci de ses ouailles et veillait à ce que tous et chacun honorent père et mère, suivent bien les offices, chantent comme il faut les cantiques, restent pieux et fervents. Et tout se passait assez bien. Son troupeau se tenait en bonne santé. Pourtant, sur une île, un jeune berger, aussi laineux de tignasse que ses moutons, ne suivait pas le même chemin et restait loin de toutes les enluminures de l'église. Nicolas en était contrarié. Il aimait bien ce gamin et il aurait bien voulu qu'il monte, comme tous les autres, tout droit au paradis. Mais celui-ci ne savait que jouer du flutio en répétant au ciel, sur ces quelques notes, que, s'il vous plaît, là-haut, on le laisse se débrouiller tout seul et qu'on ne s'occupe pas de lui. En bref, « Ne m'aide pas, Seigneur », était sa litanie. Nicolas décide un beau jour, car enfin, ce n'est pas ainsi qu'on prie, d'aller l'après-midi, en guise de sieste, apprendre aux petits comment faire et comment dire, à commencer par le « Notre Père ». Tous deux assis l'un contre l'autre, gentiment le cul dans l'herbe, annonnent vainement, l'un par patience, l'autre par bonne volonté, et les jours se suivent sans que rien ne rentre dans cette caboche trouée. Fatigué, un soir, comme tant d'autres au soleil couchant, Nicolas reprend sa barque pour rentrer chez lui, quand il voit le garçon courir tout droit vers lui, bien debout sur les flots, comme sur un macadam. Lui criant des mots que d'abord il n'entend pas, dans le bruit de ses rames, alors il dépose ébahi. Le gamin s'approche et lui demande « Messire Nicolas, c'est quoi déjà après « Donnez-nous aujourd'hui notre pain » ? Notre pain de quoi ? Ça ne veut pas me rester dans la tête. Nicolas lui répond, après l'avoir vu marcher sur l'eau, « Ne cherche pas, surtout ne cherche pas, va. Ton pain te suffit bien. Si ta prière à toi te fait marcher sur l'eau, c'est qu'elle est bonne. Retourne à ton flutio et prie pour moi, petit. »
D'où viennent-ils tous ces contes? Alors voilà, ça c'est la très bonne question. J'ai découvert une collection que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs, qui est une collection qui a été dirigée pendant un temps qui a été initiée même par Henri Gougaud, qui nous a quittés l'année dernière. Que je n'ai pas connu, et qui a dirigé une magnifique collection qui s'appelle Contes des Sages, et qui est édité au Seuil, qui est une très 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 belle édition, parce qu'il y a beaucoup de très belles iconographies, c'est vraiment très bien fait. Et donc il y a les contes, il y en a je crois une cinquantaine, j'en ai déjà une quarantaine, je poursuis tous ceux qui me manquent, j'essaye de faire un corpus pour tout cet été et tout ça, pour essayer de faire un spectacle différent chaque samedi, c'est ça qui m'amuse aussi. Et puis j'en lirai aussi un peu le mercredi dans le parc, je crois, sous un arbre. Et donc c'est une collection absolument magnifique. Ce serait trop long de... Ah bah si, non, ce serait un peu long de vous dire à quel auteur appartient quel conte, mais en gros... C'était donc supervisé par Henri Gougaud, mais il y a plein d'auteurs. À chaque fois, ils ont écrit. Donc, par exemple, moi, je vous ai lu des extraits des contes des sages jardiniers, des contes des sages voyageurs, des contes des sages qui s'ignorent, des contes des sages pas sages, et des contes des sages et fous amoureux. Mais il y en a à n'en plus finir. Des contes des... Alors, il y a tous les pays, tous les continents, contes des sages celtes, contes des sages chamans, contes des sages incas, contes des sages, tout ce que vous voulez, Japon, contes des sages de Sologne et du Berry, dont je voulais vous en lire un, mais il est un peu long, et puis voilà. C'est essentiellement de là qu'ils vont venir. Et aussi de un ou deux ouvrages de Henri Gougaud, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette figure assez extraordinaire des contes orientaux, qui vient plus ou moins de Turquie, qui est les contes autour de Nasreddin, qui est ce philosophe un peu crétin, et puis des fois très très sage en fait, mais souvent malgré lui, et qui est à la lisière justement, très très connu en Orient, et qui était à la lisière de la blagounette ou de l'histoire drôle et du conte souvent très philosophique. C'est essentiellement les contemporains, les auteurs, non ? Alors, c'est souvent, c'est pour ça que hier, au cours de la conférence, ça m'intéressait de savoir comment avaient procédé éventuellement les conteurs du XVIIe et du XVIIIe qui ont consigné par écrit des contes. Et donc, il y a un peu des deux, comme vous m'aviez répondu hier, c'est-à-dire il y a forcément, sûrement des choses qui leur sont parvenues de façon orale, et puis d'autres qu'ils ont écrit aussi de leur propre invention, parce que il y a bien une origine à certains contes, voilà, et donc il n'y a pas de raison que ceux qui les ont écrits soient pas aussi les auteurs directs, les premiers. Mais je pense que ceux-là, et c'était toute l'idée de Gougaud, c'est justement, alors là par contre des récolteurs, c'est vraiment, je pense qu'ils partaient à la récolte, notamment quand on parle de contes très ancestraux, ou là, les contes des sages de Sologne et du Berry, on sent qu'ils sont allés, excusez-moi l'expression, mais gratter la terre, quoi, parce que c'est tout en rapportant même finalement presque la langue dans laquelle ça leur est parvenu. Donc le conte que j'allais peut-être vous lire là, c'est l'écriture littéraire essaye de rendre le patois. Donc je m'en vais vous dire, et puis voilà. D'après l'écriture, on a l'impression que c'est contemporain, même si ça... Enfin, voilà, que c'est une réécriture contemporaine, non ? Bien sûr, non, si c'est possible. Ouais, c'est un sentiment probable. Il y en a un que je vous ai pas lu. Je peux en lire encore un petit, parce qu'il est formidable. Mais qui est, pour répondre un peu à la question, parce qu'il y a aussi des choses... Je pense que c'est contemporain, mais des fois, il y a une langue absolument magnifique, extraordinaire, et du coup, il y a aussi quelque chose à voir avec les jardins, avec la nourriture, avec une langue absolument formidable. Il y avait dans la ville de Kokaban, au Yémen, un homme qui était un ancien bédouin de la tribu des Fozil et qui s'appelait Aboul Hossein. Il s'était installé dans cette ville de Kakoban parce qu'il était fatigué de sa vie itinérante, des caravanes, des paquetages, des chameaux. Bref, il était rassasié du désert. Il aspirait plus qu'à une vie calme et tranquille. Aussi, il s'était fait marchand dans le souk des marchands. Mais très vite, la chance lui avait souri. Oui, ses affaires avaient prospéré, il s'était enrichi.
Et sans même y avoir jamais songé, il était devenu une personnalité de la cité. Il était à présent très, très considéré, honoré, respecté. Voilà pourquoi aussi son entourage ne cessait de le harceler. « Yéaboul !» lui disait-on, « un homme dans ta situation, il se marie, Yéaboul, quelle vie mènes-tu là, perdu au milieu de tes servantes et de tes serviteurs? Yéaboul, ton célibat va te monter à la tête. Tu attraperas une mauvaise fièvre. Yéaboul, sans épouse, tu n'auras jamais d'enfant. Yéaboul, ne sais-tu pas que la femme est la véritable bénédiction de la maison? Yéaboul, souviens-toi des paroles du poète Abou Novas. L'Éternel n'a pas créé plus beau paysage que l'union de l'homme et de la femme, tous les deux enlacés, en devisant sagement la tête sur l'oreiller. Ainsi, petit à petit, l'idée a germé dans la tête d'Aboul Hossein. Elle a germé, elle a fleuri et elle a porté ses fruits. Une nuit, Aboul Hossein a fait venir une vieille entremetteuse qui s'est chargée avec empressement de lui trouver une jeune femme heureuse de se marier à un homme d'aussi bonne réputation. Alors, Aboul Hossein a décidé d'organiser un mariage comme il n'y en avait jamais eu et comme il n'y en aurait jamais plus au Kokaban. Il a ouvert en grand les portes de son palais. Il y a invité ses amis les plus proches, bien sûr, mais aussi ses plus lointaines connaissances et tous les pauvres de la ville. Et les oulémas, et les derviches, et les fakirs. Tous sont venus en foule, une véritable cour des miracles. Pour le plaisir des yeux, Aboul Hossein a fait venir des danseuses égyptiennes, des contorsionnistes caucasiennes, des jongleurs, des illusionnistes, des équilibristes, des lanceurs de couteaux, des avaleurs de sabres, des cracheurs de feu. Dans la grande salle du banquet, il a fait défiler des fauves, des aurochs velus, des dogs iraniens, des ours de la banquise, des lions africains, des lynx d'Amérique, un tigre du Bengale, des panthères de Chine, une licorne de Tanzanie. Il a fait s'envoler les aigles et les faucons, des tiercelets afghans, des sacres de Babylone, des gerfaux d'Allemagne et un grand tartaret de Scythie. Et puis, pour le plaisir des lèvres, il a fait venir des mets extraordinaires. D'abord, il y avait du riz de 7 couleurs différentes, des agneaux farcis de pistaches et d'amandes, un chameau entier complètement désossé et pourtant servi d'une seule pièce. Il y avait aussi des concombres du Nil, des cédrats sultani, des limons d'Égypte, des petites pommes de Syrie, des entrelacs de sucre et de miel. Plus incroyable encore, des petits moutons rôtis couraient sur leurs pattes, un couteau planté dans la cuisse. Qui en voulait s'en tailler une tranche. Il y avait le sel dans une oreille, le poivre dans l'autre. Et pour la sauce piquante, il suffisait de leur soulever la queue et d'aller en chercher au fin fond du tchiou. Ah, chacun se régalait à bouche que veux-tu. Aussi, dans l'ivresse générale, Aboul Hossein a fait servir des vins bulgares, pétillants et onctueux à la fois, toutes sortes de liqueurs ambrées. Enfin, sous le manteau, il a fait circuler quelques boulettes de hashish, un mélange de bang libanais, comblant tout le monde de joie et d'allégresse. À cet instant, comme le veut la tradition, on a fait entrer la mariée. Elle a fait 7 fois le tour du banquet. Et à chacun de ces tours, elle laissait tomber une parure pour apparaître dans une tenue plus fine et plus somptueuse jusqu'au moment où elle n'a plus sur elle qu'une petite tunique blanche. Elle a soulevé son voile et, aïe, comme elle était belle, belle comme la lune à son 14e jour. Le poète aurait dit d'elle, la toucher des yeux donnait à la bouche un goût de miel. Pleine de fierté, les vieilles dames qui l'avaient parée ont fait retentir leur you-you. Elles ont formé un grand cortège et ont accompagné la jeune fille jusque dans la chambre nuptiale. Là, elles l'ont installée sur le lit, comme sur un trône. Et Aboul Hossein est entré à son tour, dans sa belle djellaba dorée et ses babouches à pompons. Il s'est approché pour saluer et donner congé à toutes ces vieilles dames qui étaient bien gentilles. Mais enfin, il y a un temps pour tout et chaque chose à son heure. Hélas, c'est ici qu'est survenu le drame. Comment dire ? Aboul Hossein avait mangé trop de viande rôtie. Il avait abusé aussi du foul, ces fameuses fèves bouillies. Il avait pris et repris du houmous, la succulente crème de pois chiche. À présent, il se sentait un peu lourd, congestionné, ballonné. Et donc, au détour d'un pas un peu vif, il a lâché un paix. Et pas un de ces paix discrets qui ne prêtent pas à conséquence. Non, un de ces gaz épouvantables qui s'échappent dans un fracas de tonnerre. Et comme disent les Touaregs, qui s'entendent d'un bout à l'autre de l'univers.
Aussitôt, les vieilles dames expérimentées et rompues à tout genre de situations se sont mises à faire diversion. Elles se sont subitement interpellées entre elles, parlant à voix haute, gesticulant et se raclant fortement la gorge. L'une tapotait le lit, une autre lissait les rideaux, une autre encore secouait les oreillers, et tout cela avec zèle, éclat et ardeur. La jeune épouse elle-même faisait s'entrechoquer ses bracelets. Tout le monde faisait comme si de rien n'était. Personne n'a émis la moindre remarque, ni même lancé la plus petite plaisanterie. Mais Aboul Hossein est devenu complètement cramoisi. Fixant l'assemblée d'un air hébété, il est sorti doucement de la pièce à reculons, puis il a dévalé les escaliers, traversé la cour, il est entré dans l'écurie, il a scellé sa jument, a enfourché l'animal et s'est enfoncé dans l'obscurité du désert pour fuir sa honte. Le vent, le sable, le froid mordant, il galopait, galopait, galopait. Toute la nuit, il a galopé, tant et si bien qu'à l'aube, il est arrivé sur la côte, il a vu un bateau en partance pour l'Inde, il s'est embarqué et ainsi il est arrivé sur les côtes du Karnataka, où il s'est installé incognito à l'ombre d'une petite cahute perdue dans une ruelle obscure de la petite ville de Malabar. Et là-bas, en Inde, Aboul Hossein est resté 10 ans. Au bout de tout ce temps, il s'est dit « Bon, ça va peut-être aller maintenant. Je vais peut-être pouvoir rentrer à la maison. » Il a donc pris le chemin du retour. Et par une fin d'après-midi, il s'est retrouvé sur les collines qui surplombaient Kokabane. Il voyait sa terrasse, la terrasse des voisins, et se disait « Ya Rabbi, mon vieux, je t'en supplie, fais en sorte que tout le monde m'ait oublié. Et oublié, tu sais. » Doucement, il est descendu vers Kokabane, mais en arrivant aux abords de la ville, Aboul Hossein s'est arrêté parce qu'il a vu dans une cour une vieille dame qui jouait avec une petite fille. Elle lui chantait une comptine, et c'était exactement la comptine que lui chantait sa mère quand il était enfant. Alors il était très ému. La petite fille, elle, riait. Mais brusquement, nul ne saurait pourquoi, elle a demandé « Dis-moi, mémé, quel âge j'ai ? Quel âge que j'ai ?» Et la vieille lui a répondu « Ma fille, tu as... Ah, je sais, tu es né exactement cette fameuse année où Aboul Hossein a lâché son paix. » a hurlé Aboul Hossein. « Mais ce n'est pas possible. Mon paix est devenu une date historique, un repère dans l'almanach. » Et il s'est mis à courir, et à courir, encore jusqu'à ce qu'il soit retourné en Inde, où il a vécu dans l'exil, l'amertume, jusqu'à sa mort. Merci.